Vous écoutez le podcast de So Sweet Planet. André Delpuech, bonjour. Bonjour. Je suis ravie de vous rencontrer dans ce très beau musée de l'Homme. Un bel endroit, face à la Tour Eiffel. Vous êtes le directeur depuis 1 an et demi du musée de l'Homme. Nous sommes donc à l'intérieur de ce musée de l'Homme, place du Trocadéro à Paris. C'est un lieu qui est bien sûr chargé d'histoire, puisqu'il présente l'évolution de l'homme et des sociétés, mais sa propre création il y a 80 ans, en 1938. Le musée a ouvert ses portes telles que, en tout cas dans ce bâtiment, le 20 juin 1938. 80 ans du musée de l'Homme et 70 ans de la Déclaration des droits de l'homme. Donc il est chargé d'histoire et sa propre création, sa propre histoire sont elles-mêmes assez singulières parce qu'elles sont marquées par l'engagement. Est-ce que vous pouvez nous redonner le contexte de sa création et puis un petit peu les éléments de cet engagement qui ont marqué l'histoire de ce lieu? La colline de Chaillot et ce musée d'ethnographie et ce musée d'anthropologie qu'est le musée de l'Homme ont une longue histoire, comme d'ailleurs son voisin le Théâtre national de Chaillot. L'histoire commence en fait en 1878 avec une première création à l'occasion de l'Expo universelle de 1878, du Palais du Trocadéro, et donc dans lequel va être créé le premier musée d'ethnographie du Trocadéro. Qui va présenter donc les civilisations d'Afrique, d'Asie, d'Europe, d'Amérique. Puis va survenir un événement très important, c'est en 1928, Paul Rivet, un personnage incontournable quand on parle de notre histoire. Paul Rivet, qui est à l'époque un grand scientifique, professeur au Muséum d'histoire naturelle, va devenir le directeur du musée d'ethnographie du Trocadéro, va commencer à le transformer. Et 10 années plus tard, il va le transformer en ce qui va devenir le musée de l'Homme, qui ouvrira ses portes donc en 1938, dans un nouveau bâtiment, puisque là, pour l'occasion, on détruira une partie du vieux palais pour le transformer dans l'actuel bâtiment qu'on connaît aujourd'hui, du palais de Chaillot, inauguré pour l'Expo universelle de 1937. Le musée de l'Homme, lui, ouvrira quelque temps après, en 1938. Mais dès les années 30, Paul Rivet, à côté de son travail scientifique, va être vraiment le prototype, on peut dire, de l'intellectuel engagé. Il va s'engager notamment dans la lutte contre les fascistes. Par exemple, en 1934, il va être à l'origine, avec quelques autres, Paul Langevin et le philosophe Alain, de la création du comité de vigilance des intellectuels antifascistes, qui va justement lutter contre la montée des nationalismes, les racismes qui se développent à ce moment-là, et l'antisémitisme en particulier en Allemagne. Paul Rivet va revenir bouleversé d'un voyage en 1933 à Berlin, et donc lui-même ensuite va être député du Front populaire, et cet engagement va se poursuivre notamment au moment de la Seconde Guerre mondiale, qui constitue un moment clé de l'histoire du musée. Et là, de nouveau, des engagements au sein du musée. Voilà. Par rapport à la résistance. En fait, donc effectivement, ce musée de l'Homme, donc qui promeut l'égalité entre les races. À ce moment-là, on parlait encore de race, mais néanmoins avec une vision. Il faut distinguer. L'équipe du musée de l'Homme de l'époque n'était pas raciste, elle était ce qu'on appelle racialiste. C'est-à-dire c'était une époque où la science croyait encore à la distinction dans l'humanité de différentes races, ce qu'on sait aujourd'hui évidemment qui n'existe pas. Il n'y a pas de race humaine, mais en tout cas, ils avaient une vision très, combattante et avec une idéologie à prôner effectivement l'égalité de ces peuples de la Terre au travers de cette institution que le musée de l'Homme. Et évidemment, avec l'invasion allemande et la prise de pouvoir de Vichy par le maréchal Pétain, dès le début, et c'est là qu'il faut vraiment saluer les équipes du musée de l'Homme de l'époque, qui ont fait montre d'un courage extraordinaire. Déjà, d'abord, Paul Rivet, le premier, va écrire à plusieurs reprises au maréchal Pétain. Par exemple, dès le 14 juillet 1940, il écrit au maréchal Pétain « Vous n'êtes pas la France, la liberté ne peut pas mourir dans le pays qui l'a créée ». Enfin, vraiment des prises de risques, il faut se remettre dans le contexte de l'époque. Et puis, dès octobre 1940, va se constituer un des tout premiers réseaux de la résistance française, ici même dans les bureaux et les sous-sols du musée de l'Homme, et avec à leur tête un anthropologue qui s'appelle Boris Vildé, d'origine russe, va être édité dès le mois de décembre 1940, un des premiers bulletins, des premiers tracts, qui vont s'appeler justement Résistance. Et on considère que possiblement c'est là qu'est né un peu le mot résistance.
Et là, c'est pareil, c'est de dire il faut combattre, il faut lutter contre l'occupant nazi, contre l'idéologie nazie. Malheureusement, si je puis dire, oui, malheureusement, ce premier réseau de la résistance, vraiment très très tôt, on est au tout début de la guerre, va être dénoncé. Paul Rivet lui-même, qui n'était pas un acteur, c'était quelqu'un de beaucoup trop connu, il soutenait ce mouvement, mais il n'était pas en première ligne, va échapper de peu à la Gestapo et se réfugier durant la Seconde Guerre mondiale en Colombie. Mais le reste de l'équipe de résistance va être capturé par les nazis. Les hommes vont être tous fusillés en 1941 au Mont Valérien et les femmes du groupe vont être déportées dans des camps de concentration. Donc voilà, c'est une fin tragique pour ce réseau de la résistance et en même temps, évidemment, une mémoire à saluer et à respecter. Et je crois que ça fait partie de l'âme de ce lieu. Pour revenir à cette exposition et à cette saison de 6 mois au Musée de l'Homme sur la Déclaration universelle des droits de l'homme, j'aimerais savoir ce qui, dans votre parcours personnel, vous a amené à vous éveiller à l'importance des droits humains. Oh, c'est un long processus, je pense, qui part de loin en tant qu'une forme d'engagement personnel dans les faits de société. Quand on s'engage, comme ça a été mon cas, à faire de l'archéologie ou de l'anthropologie, forcément, on s'intéresse aux sociétés humaines, à leur fonctionnement et à leur dysfonctionnement, malheureusement. Ensuite, je pense que pour ce qui me concerne plus personnellement, j'ai eu l'occasion dans ma carrière de vivre et de travailler durant 8 années dans la Caraïbe. J'étais en poste en Guadeloupe. Et là, alors même que je m'intéressais auparavant, j'étais en contact très étroit et très direct avec l'histoire coloniale française et européenne, et en particulier aussi avec l'histoire de l'esclavage. Et c'est vrai que, en tant qu'archéologue, ce que j'étais à l'époque à travailler sur l'histoire coloniale, à faire des fouilles sur des cimetières d'esclaves, des villages d'esclaves, sur cette histoire coloniale, évidemment, on est percuté par cette atrocité, ce crime contre l'humanité qu'est l'esclavage. Ensuite, les hasards de la carrière m'ont amené à m'occuper des collections des Amériques au musée du Quai Branly. Et là, d'une part, à s'intéresser aux populations autochtones de toutes les Amériques, et du coup aussi à s'intéresser à leur histoire tragique, notamment liée à la conquête européenne, à la forme de génocide qu'a pu constituer cette colonisation, notamment par les microbes et les maladies qui ont décimé à un certain endroit entièrement les populations amérindiennes, avec toute l'histoire coloniale qui s'est déroulée derrière. Voilà, ça m'a amené à travailler sur ces sujets-là, y compris de manière positive, parce que dans cette histoire-là aussi américaine, il y a aussi tous ces métissages, toute cette créolité. Je m'intéresse beaucoup à ces sujets-là parce que je crois qu'il faut le répéter sans cesse, et encore plus aujourd'hui qu'hier, sur le fait que nous sommes tous métis, absolument tous, accessoirement que nous sommes aussi, non pas accessoirement, mais même fondamentalement que nous sommes tous africains, que nous sommes tous des migrants. Et donc voilà, il y a une espèce de vision globale de cette histoire de l'humanité, et aussi en tant que responsable des collections Amériques du musée du Quai Branly, lesquelles collections des Amériques provenaient justement du musée de l'Homme ou même encore du musée d'ethnographie auparavant, je me suis intéressé à l'histoire de ces institutions, et c'est vrai que la création ou la rénovation du musée de l'Homme, justement après ce qu'on a pu appeler cette valse des musées qui a abouti à la création du Quai Branly et aussi du musée des civilisations de l'Europe et de la Méditerranée à Marseille, amené à se poser la question de c'est quoi un musée de l'humanité aujourd'hui, comment repenser ce musée de l'Homme et ses futures missions. Et j'ai le grand honneur, le grand privilège de me retrouver être le premier directeur de ce musée rénové. Et justement, c'est un des fondamentaux de ma mission, mais de la vision globale qui a été celle qui a prévalu dans cette rénovation, c'est d'en faire un musée de société ancré sur les problématiques contemporaines. Et donc la saison en droit s'inscrit dans cette dynamique. Alors justement, donc la Déclaration universelle des droits de l'homme a été signée ici, dans ce palais de Chaillot. Alors effectivement, le 10 décembre 1948, à 2 pas du musée, au Théâtre national de Chaillot, en contrebas, lors de la 3e Assemblée générale des Nations Unies, qui était réunie à Paris. Il faut se rappeler que l'Organisation des Nations Unies venait d'être créée après-guerre et qu'à ce moment-là, elle n'avait pas de siège permanent comme aujourd'hui à New York. Et donc cette Assemblée générale nomade, en quelque sorte, pour sa 3e Assemblée, se trouvait réunie à Paris. Et c'est à cette occasion que la Déclaration universelle des droits de l'homme a été signée. D'ailleurs, pour la petite histoire, le musée de l'Homme avait, pendant toute la période de plusieurs mois où s'est réunie cette assemblée, était fermé puisque les locaux étaient en partie occupés par des fonctionnaires des Nations Unies.
Donc voilà, c'est un moment clé. Robert Badinter, pour les cinquantenaires de cette déclaration, l'a comparé à l'horizon moral de notre temps. Donc effectivement, il suffit de relire les 30 articles de cette déclaration pour voir combien c'est un texte fondamental, un texte clé pour les démocraties, pour l'humanité, et en même temps, et c'est aussi l'enjeu de notre saison sur les droits de l'homme, c'est aussi de rappeler que malheureusement ces droits de l'homme sont bafoués, niés quotidiennement dans bon nombre de pays de la planète. Oui, parce qu'aujourd'hui, en fait, comment est-ce qu'ils sont appliqués, ces droits de l'homme? C'est-à-dire, ça a été une déclaration d'intention, en fait? Il n'y a rien de contraignant? Absolument. C'est bien le problème. Alors, ça dépasse évidemment notre propre mission d'un musée, puisque nous ne sommes pas des juristes, nous ne sommes pas là pour faire appliquer ce genre de choses. Dans un premier temps, nous sommes ici dans un lieu d'éducation et d'information. Donc, je pense déjà tout simplement de rappeler et de lister ces 30 articles, parce qu'au bout du compte, on se rend compte qu'ils ne sont pas si connus que ça. Bon, tout le monde connaît en gros le premier article, hein, tous les humains naissent libres et égaux en dignité et en droit, qui s'inspire largement de l'article 1er de la Déclaration des droits de l'homme et des citoyens de la Révolution française. Mais pour le reste, un tas de ces droits ne sont tout simplement pas connus. Et c'est vrai que quand on les lit, on est étonné de la portée de ces droits qui relèvent du droit économique, des droits culturels, des droits sociétaux. Ensuite, effectivement, la question de leur application se pose, puisque ces textes-là est une déclaration. Il y a un certain nombre de textes qui ont été complétés par les Nations Unies, des codes différents, des déclarations, par exemple pour les droits culturels, la déclaration de Fribourg en 2007, si je ne me trompe pas. Mais ensuite, les États souverains les appliquent ou ne les appliquent pas dans leur droit interne. Et on sait très bien, effectivement, que bon nombre de ces droits sont bafoués quotidiennement. La liberté, je ne sais pas, de religion ou de conscience, il suffit de voir le nombre de pays sur la planète où on ne peut pas croire librement, où on ne peut pas s'exprimer librement. Et je crois de ce point de vue-là que l'exposition de Sebastião Salgado, donc le grand photographe brésilien que nous avons le plaisir d'accueillir ici au Musée de l'Homme. Et dont les photos nous entourent là au moment où nous parlons. Voilà, et c'est d'ailleurs pour ça qu'on s'est très vite entendu, si je puis dire, avec Sebastião quand je lui ai proposé de réaliser cette exposition ici au musée. Connaissant son œuvre, je dirais malheureusement, ces photos qui sont autour de nous illustrent aussi combien ces droits de l'homme sont niés souvent. Dans ces photos, on peut voir des réfugiés durant la guerre de Yougoslavie avec des enfants derrière des barbelés. Un peu plus loin, on voit deux images, je trouve terrifiantes, de deux jeunes filles qui ont été excisées à des âges vraiment très... Enfin, et même peu importe les âges, qui ont été excisées, qui ont un regard... terrifiant. Un peu plus loin, on voit une mère avec son bébé dans les bras dans un camp de réfugiés en Tanzanie. Enfin voilà, il suffit de faire le tour de ces photos et justement la mise en scène de notre exposition, si je puis dire, a été de mettre les articles correspondants et des photos en dessous qui quelque part montrent que justement il y a un problème. Et je pense que plus qu'un long discours, ces photos nous interpellent, nous saisissent et nous questionnent. C'est vrai que je pense qu'il y a un vrai problème. Lors du Forum de la paix le 11 novembre 2018, qui s'est tenu à Paris, donc le jour même de la commémoration de l'armistice de 1918, après la cérémonie à l'Arc de Triomphe, un certain nombre de chefs d'État se sont réunis à la Villette. Et Angela Merkel, la chancelière allemande, dans son discours, a interrogé en disant: est-ce que nous, Assemblée des Nations, serions en capacité aujourd'hui de signer cette déclaration des droits de l'homme? Et elle a dit: je n'en suis pas sûr. Et le fait est que voilà, ce questionnement, je pense, est quelque chose de terrifiant. Il me paraît, en tout cas, que si c'est signé en 1948, il faut remettre ça aussi dans ce contexte-là, c'est qu'on est au sortir de la guerre. On a découvert la Shoah, on a découvert les camps de concentration nazis, on a vu l'horreur absolue qu'a été le nazisme et cette Seconde Guerre mondiale, ces millions de morts, ces gens massacrés pour leur religion, pour leurs idées, pour leur sexualité, voilà, leur handicap. Et là, je crois que les nations, à ce moment-là, tellement saisies d'horreur, ont signé ce texte. Mais malheureusement, la mémoire des hommes est bien courte, et 70 ans plus tard,
on a l'impression que voilà, tout ça c'est de l'histoire ancienne et qu'il n'y a plus à en parler. Et je crois que ces photos, comme l'actualité tout simplement des médias, quand on voit que des gens sont torturés, sont emprisonnés, sont assassinés, que des gens meurent de faim, parce que aussi les droits de l'homme, ça passe avant tout déjà par aussi le droit à pouvoir se nourrir, à pouvoir avoir du travail, à pouvoir recevoir une éducation, à pouvoir migrer. Il y a un article de la Déclaration qui évoque aussi que tout individu doit être libre de pouvoir bouger, se déplacer, s'installer. Bon, ça donne, quand on voit les débats aujourd'hui sur les migrations et comment s'empare un certain nombre de partis extrémistes de cette peur de l'étranger en manipulant les chiffres, en amplifiant des phénomènes. Et ça aussi, c'est notre mission comme institution scientifique au sein du Muséum national d'histoire naturelle. Non pas, il ne s'agit pas de guider les gens dans leurs idées politiques, chacun est libre de penser ce qu'il veut, mais au moins d'apporter des faits objectifs, et non pas des fake news ou des soi-disant vérités alternatives. Les vérités alternatives, dans mon vocabulaire, c'est des mensonges. Ça n'existe pas, des vérités alternatives. Il y a des faits. Le muséum vient de publier un manifeste justement qui s'appelle Migration, qui est juste pour remettre les choses en perspective. C'est-à-dire qu'aujourd'hui... C'est le deuxième manifeste qui est publié par le Musée de l'Homme. Voilà, le Muséum d'histoire naturelle, en fait, parce que le Musée de l'Homme est un des sites du Muséum d'histoire naturelle, et nous avons une réflexion globale qui englobe aussi bien l'histoire humaine que naturelle. Le premier manifeste, c'était Un futur sans nature, qui questionnait sur les problèmes, évidemment, de la pollution, des changements climatiques et tout ce que l'impact humain apporte de manière destructive sur la nature dont nous faisons partie. Et le second, donc, et c'est pas un hasard que nous avons choisi, c'est Migration. C'est juste pour, en gros, expliquer d'une part que tout être vivant, et l'homme y compris, et par nature, bouge, migre, se déplace, puisque c'est le propre même des êtres vivants. Et pour ce qui concerne nous, les humains, eh bien, on se déplace depuis toujours. L'homme né en Afrique il y a quelques millions d'années, l'homme moderne que nous sommes émerge aussi en Afrique il y a 200 ou 300 000 ans. Donc premièrement, nous sommes tous africains. Vivant sous les tropiques d'Afrique, nous étions tous noirs, nos ancêtres étaient tous noirs ou à la peau foncée. Donc la notion de race blanche ou autre comme ça, c'est juste, nous sommes juste des noirs décolorés. Donc ça, c'est peut-être bien de le rappeler à certains suprémacistes, en particulier aux États-Unis ou autres. Et puis ensuite, nous sommes tous des migrants. Et alors, ça peut être une migration il y a 100 000 ans, ça peut être une migration au néolithique il y a 7 ou 8 000 ans, où on va suivre les mêmes chemins d'ailleurs depuis le Moyen-Orient, la Turquie, la Syrie et les Balkans, ou la Méditerranée, ou simplement aussi, les gens l'oublient trop souvent, il suffit de faire un peu de généalogie ou d'analyse génétique. Les Français dits de souche, la France c'est juste l'extrémité occidentale de l'Eurasie, et nous sommes la terre d'arrivée de toutes les migrations depuis l'origine des temps. Donc si la moindre analyse génétique de chacun d'entre nous montrera un petit peu de sang de ceci, de cela, d'Asie, d'Afrique, d'Italie, d'Espagne, voilà. Et pareil pour les États-Unis. C'est quand même assez singulier, je trouve, aujourd'hui, le débat qui transparaît aux États-Unis avec notamment le rapport scandaleux vis-à-vis des latinos, comme ils disent, des latino-américains, avec notamment les migrants venant d'Amérique latine, c'est que, si tant est qu'on puisse parler de ça, mais s'il y a un peuple premier, entre guillemets, aux États-Unis, ce sont les Amérindiens. Et M. Trump et tous les personnes qui aujourd'hui vivent aux États-Unis sont des migrants, qui un beau matin étaient bien contents d'être accueillis à Ellis Island, voilà, et de pouvoir commencer une nouvelle vie parce qu'ils avaient fui la pauvreté et la famine en Irlande, ou les problèmes en Italie, ou transportés malheureusement pour eux de force dans les bateaux négriers pour les esclaves africains. Donc tous ces gens-là se sont trouvés réunis pour le pire et le meilleur dans le Nouveau Monde, mais ce sont tous des migrants. Donc voilà, notre mission à nous, c'est de rappeler ça, les faits historiques. Après, les gens pensent et réfléchissent et décident de ce qu'ils veulent, mais au moins qu'on ne raconte pas des sornettes ou des faussetés.
Et ce manifeste migration, on le trouve en librairie. Absolument. C'est un petit ouvrage. Je dirais pas un fascicule, c'est plus gros qu'un fascicule, mais c'est un petit livre. C'est un petit livre qui est publié en français et en anglais, puisqu'on souhaite qu'il soit diffusé le plus largement. C'est un ouvrage qui se lit facilement. J'invite vraiment tout le monde à le lire. C'est pas du tout une somme académique pour spécialistes, ennuyeuse et tout ça. C'est en quelques pages. Même des images. Il y a même des illustrations. En quelques images, on resitue les choses, on les remet en perspective, et y compris sur les migrations contemporaines, on redonne quelques chiffres. Alors, pour faire un petit tour d'horizon des manifestations et des différentes choses qui vont avoir lieu dans le Musée de l'Homme pour cette saison qui s'appelle donc En droit, en 2 mots. Oui. Pourquoi en 2 mots alors ? On célèbre la Déclaration universelle des droits de l'homme. Nous-mêmes, nous appelons le Musée de l'Homme. Alors, on pourrait d'ailleurs débattre de ces termes. Il se trouve que c'est avec un grand H, mais la langue française, de ce point de vue-là, peut poser problème. Aujourd'hui, en notre époque, évidemment, où il y aurait à discuter du genre et autres. Bon, en tout cas, on s'appelle le Musée de l'Homme en l'état. Donc voilà, c'était une manière une sorte de jeu de mots aussi, autour de l'endroit où nous sommes, pour évoquer les droits au Musée de l'Homme, de la même façon que l'exposition de Sebastião Salgado s'appelle Déclaration. Mais à côté de ça, on a aussi une autre exposition qui, elle, est en devenir, qui, elle, s'appelle J'ai le droit d'avoir des droits. Et donc qui est une exposition qui va se faire en marchant, si je puis dire, qui va consister à accueillir dans le musée des street artistes qui vont intervenir sur les murs, notamment de l'atrium Paul Rivet, au centre du musée, aussi dans les escaliers. Ce sont des artistes un peu de toutes les tendances du street art, avec de la peinture, avec des collages, avec des graphes, avec des anamorphoses, etc. Et à qui à chacun d'entre eux, en discutant avec eux, on a confié un article de la Déclaration universelle et ils vont illustrer cet article-là. Ça se passera en direct durant les week-ends du mois de janvier et février, donc les gens pourront voir les artistes et discuter avec eux en train de créer leur œuvre. Et au final, ça va faire un ensemble d'œuvres qui, en résonance de l'expo de Salgado, vont, avec des artistes contemporains, illustrer cette Déclaration universelle des droits de l'homme. Donc Salgado, là, il y a 30 photos, je crois. Il y a 30 photos. Le travail s'est fait avec Sebastião Salgado et aussi avec Lélia Salgado, son épouse, qui par ailleurs est la commissaire de l'exposition. Donc une fois qu'on a convenu ensemble des 9 articles, c'est eux qui ont fait connaissance. C'est le mieux placé pour connaître leur œuvre. Ils ont sélectionné des photos. Alors, les 31 photos, très précisément, qui sont dans la salle où nous nous trouvons, sont issues de 20 pays et s'étalent sur 40 ans d'œuvre. En fait, c'est en quelque sorte une forme de rétrospective de l'œuvre de Sebastião Salgado, avec des photos qui vont depuis les années 80 jusqu'à nos jours. Voilà, chacune des photos est placée en vis-à-vis de ces articles. Cette exposition Tromelin, Tromelin, oui. Alors ça, c'est une histoire incroyable. Alors, parce qu'effectivement, on aura une autre exposition, parce que vraiment c'est une saison, et puis d'ailleurs, à côté des expositions, il y aura des conférences, des débats, des colloques, jusqu'à juin 2019. Mais à partir du 12 février 2019, nous allons accueillir une exposition intitulée Tromelin, l'île aux esclaves oubliés. C'est une exposition qui a été produite par les châteaux musées de Nantes, qui a été présentée à Nantes d'abord et qui a été présentée aussi dans quelques autres villes de France. C'est la première fois par contre qu'elle sera à Paris. C'est une histoire incroyable, tragique, terrible et en même temps avec des aspects beaux, je ne sais pas si c'est le mot, mais étonnants, je vais vous le dire en 2 mots. Donc Tromelin se trouve être un tout petit îlot qui appartient à la France aujourd'hui, dans l'océan Indien, entre Madagascar et l'île de la Réunion. Ça fait partie des îles éparses. C'est un microscopique îlot d'1 kilomètre de long sur 300 ou 400 mètres de large. Et cet îlot donc, de Tromelin, qui est un endroit désert aujourd'hui, il y a juste une petite station météo, c'est un endroit balayé par les vents, il y a une sorte de banc de sable qui émerge, donc vraiment un endroit improbable. Donc un endroit où on ne vit pas. Eh bien, il se trouve qu'en 1761, un bateau qui faisait du commerce entre Madagascar et la Réunion transportait de manière clandestine des esclaves malgaches qui avaient été capturés dans les montagnes de Madagascar,
mais c'était vraiment un trafic illicite. À ce moment-là, on était à l'époque de l'esclavage, mais par contre, cette cargaison était illicite, non déclarée. Et ce bateau, dans la navigation de l'époque, s'est échoué sur l'îlot de Tromelin. Voilà, dérivés par des tempêtes et autres, ils se sont échoués sur les récifs de l'île de Tromelin. Un certain nombre de personnes, aussi bien des matelots que des esclaves, sont morts. D'autres, évidemment, sont restés, étaient survivants. Les Blancs, avec le reste du bateau, ont construit un radeau sur lequel tout le monde ne pouvait pas monter. Et puis par ailleurs, je pense qu'ils n'avaient pas envie de s'embarquer sur ce radeau avec des esclaves. Et en gros, ils sont partis en disant « bougez pas, on viendra vous chercher ». Et en fait, ils ont rallié l'île de la Réunion et puis ils sont rentrés en France. Et puis voilà, et puis plus personne s'est intéressé à ces esclaves. Et donc, ils ont été livrés à leur sort. Donc plusieurs dizaines de personnes qui se sont trouvées complètement isolées sur cette île et qui ont survécu en fait 15 ou 16 ans. Combien de personnes, sait à peu près c'est plusieurs dizaines, j'ai plus le chiffre en tête, mais par contre au moment où 15 ou 16 ans plus tard un bateau a pu les recueillir, il restait que quelques femmes et un bébé. Alors on ne connaîtra jamais les détails de ce qui s'est passé, puisqu'il n'y a pas eu... mais ce qui est tragique donc, et qui est fou, c'est que, et en même temps ça montre la capacité de l'homme à s'adapter à des environnements incroyables. Donc c'est des gens qui n'avaient jamais vu la mer, ils venaient des montagnes malgaches. Il faut imaginer un peu en plus le choc psychologique pour ces gens-là, de se retrouver en prison véritablement sur un caillou au milieu de l'océan. Ils ont réussi à survivre parce qu'il y a la mer, il y a des poissons, des tortues, voilà, ils ont réussi à survivre. Ils ont réussi à construire des demeures avec, voilà, tant bien que mal, en construisant pour s'abriter aussi des cyclones, des tempêtes et autres. Et donc ils ont vécu là, ils ont construit ces maisons, ils ont récupéré le peu qu'ils pouvaient récupérer du bateau, des bouts de fer, de ceci, de cela, pour se faire quelques outils, pour chasser, pour travailler, etc. Et donc, un jour, et puis finalement, il y a eu en France, il y a des gens qui ont soulevé l'histoire, et un bateau a fini par les recueillir et ramener les survivants à La Réunion. Et donc, il y a une équipe d'archéologues du groupe de recherche en archéologie navale, avec Max Guérou et des gens de l'INRAP, avec Thomas Romont, qui ont d'une part, ça c'est Max Guérou, reconstitué toute cette histoire, par les archives, par les recherches historiques, et d'autre part, se sont rendus sur place et ont pratiqué des fouilles archéologiques, puisqu'en fait, on a retrouvé les vestiges de cette histoire. Et donc, ces vestiges sont très ténus, mais en même temps tellement émouvants. C'est une archéologie du discret. On imaginait des survivants sur cet îlot sans moyen de... Voilà. Et donc, l'exposition va présenter à la fois l'histoire, du bateau, etc., et d'autre part, les objets et les restes archéologiques qui ont été trouvés. Et donc, c'est tout sauf spectaculaire en termes d'objets ou de collections qui vont être présentés. Mais je trouve que c'est une histoire invraisemblable, et là elle rentre en résonance avec l'article de la Déclaration des droits de l'homme, nul ne sera réduit en esclavage, et condamnant l'esclavage sous toutes ses formes. Du 13 février au 3 juin Exactement, 2019. tout à fait. On a fait le tour, non? Oui, alors on va réaliser, donc il va y avoir des conférences, Pascal Horry par exemple, historien, va ouvrir les premières conférences donc, qui se déroulent le lundi soir à 18h en nous expliquant d'abord, c'est le titre de sa conférence, « Pourquoi Paris, pourquoi 1948 ?» pour resituer un petit peu qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là et pourquoi cette Déclaration universelle des droits de l'homme a été signée ici. On aura ensuite Henri Leclerc, qui est le président d'honneur de la Ligue des droits de l'homme, évidemment, qui interviendra aussi, Françoise Vergès, qui parlera notamment des droits des femmes. On est en train peut-être de discuter de certains projets autour des droits des personnes handicapées, en situation de handicap. Donc là, c'est le cycle de conférences. On va faire une table ronde autour des migrations aussi, comme on l'évoquait par rapport à cette publication. Et puis, ce qui était prévu pour l'inauguration le 7 décembre, mais le musée, pour des raisons d'actualité qu'on connaît, a dû être fermé. Et donc, nous allons faire une performance théâtrale avec Anne-Laure Liégeois, donc en partenariat avec le Théâtre national de Chaillot, donc pour une mise en scène de déambulation littéraire et théâtrale dans la Galerie de l'Homme. Puisque en fait derrière tout ça aussi c'est l'idée de transformer un petit peu la vision qu'on peut avoir de musées poussiéreux, ennuyeux ou trop académiques et scientifiques, c'est d'en faire vraiment un lieu de vie. Et justement d'ailleurs c'est une des missions premières qui est la nôtre et notre ambition en tout cas au Musée de l'Homme. C'est dans ce musée rénové qui a réouvert ses portes en 2015, c'est vraiment d'être un musée de société.
de parler de l'actualité. Ce n'est pas un hasard si en 2017, la première exposition que nous avons réalisée s'appelait « Nous et les autres, des préjugés au racisme ». Je l'ai vu, oui. Et qui a connu un grand succès. Et pour nous, avec des modules interactifs. Et... Voilà, c'était là aussi de renverser les idées reçues, de donner des faits, d'exposer des réalités. Alors que ça soit d'une part des réalités liées, je sais pas, à la génétique, par exemple, qui nous explique effectivement que nous sommes tous les mêmes dans notre diversité, mais on est tous égaux, il n'y a pas de race, il n'y a pas de... Tout ça, c'est évidemment des choses totalement démontrées par la science aujourd'hui, mais aussi donner des faits sur des faits de racisme, sur comment les médias peuvent fonctionner, comment les informations, tous les préjugés qu'il y a à combattre. Et on est ravis puisque cette exposition a drainé un large public et un public justement très diversifié, et notamment de jeunes gens qui, je pense, étaient contents et intéressés d'avoir de l'information. Parce que je crois aussi que c'est notre mission comme musée lié au ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche et à l'Éducation nationale. On est là aussi pour éduquer les gens, donner de l'information, donner du contenu, sortir du superficiel ou du bling-bling. Et voilà, ça c'est notre mission à nous, musée de l'homme. L'expo, donc on l'a évoqué sur les droits de l'homme, rentre dans cette dynamique. L'année prochaine, à partir d'octobre 2019, nous allons réaliser une exposition sur l'alimentation. On va parler aussi bien évidemment de l'histoire de l'alimentation, mais aussi bien des tabous alimentaires. Pourquoi telle société on ne mange pas de porc, dans telle autre pas de vache, par exemple en Inde, sur religion et alimentation, sur aussi évidemment une dimension aussi liée à la gastronomie, mais aussi au métissage et à la mondialisation de l'alimentation, comment quand on croit manger un plat qui vient, je ne sais pas, par exemple expliquer qu'avant l'invention, la découverte entre guillemets de l'Amérique, il y a un tas de produits qu'aujourd'hui on consomme en Europe qu'on ne connaissait pas, la tomate, les pommes de terre, le manioc, le maïs, etc. Mais on va parler aussi dans cette exposition des problèmes, des véganes, des problèmes de l'alimentation animale, des problèmes de l'eau, les problèmes de l'agriculture intensive, des pesticides, de la malbouffe, du microbiote. Voilà, c'est vraiment notre mission à nous, c'est juste de montrer ça, mettre ça en perspective. Et derrière cette exposition sur l'alimentation, pour 2020, par exemple, on prépare une exposition dont le titre provisoire est « Aux frontières de l'humain », où là, on va explorer aussi les questions de l'homme augmenté, de l'intelligence artificielle, du transhumanisme, des modifications génétiques, de la procréation médicale assistée, et aussi des choses, évidemment, problématiques, voire inadmissibles, que l'eugénisme, les manipulations diverses et variées qu'on peut faire. Autre sujet aussi, après Salgado, pour vous montrer la dynamique de notre institution. Donc dans la même salle où nous nous trouvons, après cette exposition, à la fin de l'année 2019, on va faire une exposition dont le titre sera « Être beau ». Et en fait, dans cette exposition « Être beau », on présentera des photographies uniquement de personnes en situation de handicap. Donc c'est un travail réalisé avec une écrivaine, Frédérique de Gelt, et une photographe, Astrid Di Crolla-Lanza. Et l'idée, le concept et le combat même qu'il y a à travers de ça, c'est interroger la notion de beauté. C'est quoi être beau? Et de montrer aussi qu'on peut être en fauteuil roulant, on peut être aveugle, malentendant, avoir eu grave accident et être considéré comme être beau, que finalement, au bout du compte, c'est dans le droit fil de notre expo sur le racisme. Observons qu'on est raciste envers les handicapés, quoi. Justement, déjà même interroger le mot de handicapé. On pourrait, en une espèce de catégorie, il y aurait les gens normaux et les handicapés. Ça mérite débat, je pense, et ça mérite d'ailleurs d'être rejeté. Donc le musée de l'homme, c'est un lieu ça va être un lieu visiblement de plus en plus de débat, qui pousse à réfléchir, qui pousse à repousser nos propres limites, nos propres certitudes, nos propres idées toutes faites, nos propres... Je pense qu'évidemment on participe, on n'est pas les seuls, heureusement. Voilà, je crois que dans notre société, dans les questionnements qui la traversent, il nous importe en tout cas à nous, institutions publiques et scientifiques, d'être acteurs. Je pense qu'il faut être vigilant. On évoquait tout à l'heure Paul Rivet et le comité de vigilance des intellectuels antifascistes de 1934.
Il ne s'agit pas de faire d'anachronisme et de plaquer des situations des années 30 sur celles d'aujourd'hui, mais quand on voit dans le monde dans lequel on vit, les montées de l'obscurantisme, les montées du populisme, des nationalismes, des communautarismes, on peut comme ça en isme ajouter un certain nombre de choses quand même bien inquiétantes, je crois qu'il nous appartient à nous, conservateurs, scientifiques, personnes travaillant dans des institutions comme celle-ci, d'être engagés, de prendre position. On ne peut pas se contenter d'être dans une position soi-disant neutre ou de dire voilà, ça ne regarde pas, ou au bout du compte de faire montre d'un optimisme un peu béat. Moi, je m'interroge et je me questionne quand je vois un certain nombre d'émissions où des gens peuvent se présenter, d'émissions télé notamment, se présenter comme des experts, mais experts en quoi et je pense qu'il nous importe à nous d'être présents dans ces débats-là. Et je suis sûr et je sais que le public est demandeur de ça. À partir du moment où on explique aux gens, il ne faut pas prendre les gens pour des demeurés. Si on leur explique concrètement, clairement, avec des exemples précis, avec un langage adapté, qui sort effectivement du discours des fois scientifique un peu ésotérique, je pense qu'on doit apporter ces questionnements, ces faits, dire non, ça c'est faux, voilà, les faits sont ceci, ceci, ceci et cela. Après, les gens, libres à eux de les interpréter, mais au moins qu'ils aient l'information. Parce que si on n'occupe pas le terrain, on voit bien aussi via le média Internet, et il y a des groupes très actifs en face pour raconter tout et n'importe quoi, alimenter les peurs, susciter des réactions primaires, des sentiments xénophobes, voilà. Pour terminer, donc, dans 6 mois, lorsque cette saison en droit sera terminée, qu'est-ce qu'il faudrait pour que vous considériez que ça a été un succès? Qu'est-ce que vous souhaitez? Il faut savoir être à notre niveau et être modeste. Alors déjà, comme responsable d'une institution muséale, tout simplement, le succès, ça serait déjà de voir le public qui a fréquenté ces expositions. En dehors du nombre de visiteurs. Donc le nombre de visiteurs est important. C'était assez significatif d'observer les visiteurs de l'exposition sur le racisme, nous et les autres. Je me suis promené à plein de reprises dans l'exposition ouverte, à voir les jeunes. Il y avait énormément d'informations et les gens lisaient, écoutaient, regardaient les écrans d'ordinateur, écoutaient les interviews, parce qu'il y avait du contenu, il y avait du fond. Je crois que ça aussi, c'est un de nos combats à faire. C'est que l'un n'exclut pas l'autre. On peut surfer sur Internet ou envoyer des SMS et des tweets de quelques signes, mais à côté de ça, aussi montrer aux gens qu'on peut prendre le temps de s'asseoir, de lire, de regarder. Et là, par exemple, je pense que séjourner une petite heure dans cette expo et Salgado ou dans les street artists qui est à côté, je pense que ça peut être un moment aussi de réflexion, de méditation. Et on aura gagné si en sortant du musée, les gens se disent « Ah oui, c'est ce qu'ils ont percuté là-dessus » et que ça les amène à s'interroger. C'est une bonne conclusion, je pense. Merci. Merci beaucoup, André Delpuech, et je vous souhaite donc de très belles saisons au pluriel, puisqu'il va y en avoir, il y a déjà plusieurs projets. Merci beaucoup et bonne continuation. Merci à vous. Au revoir. Au revoir. Vous pouvez retrouver toutes les autres interviews du podcast de So Sweet Planet sur le site sosweetplanet.com. Une interview réalisée par Anne Greff.